cherche tout, après tu peux fermer. Ça cherche pas à chaque slide. C'est comme un site web page en fait. Si la page est chargée, elle est chargée. Oui, 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 mais là, j'ai pas besoin. Oui, trop bien. Il est déjà tombé. Hein. Ça passe. Il est tombé sur la vitre, on va commencer. Comme ça, mais là, t'as un petit rebord, mine de rien. C'est que même s'il tombe comme ça, la vitre. Faut pas qu'il tombe trop fort, mais ça protège quand même. Ouais, moi, je pense que je le fais littéralement tomber 3 fois par semaine. Donc, bonjour et bienvenue à la Gaieté Lyrique. Cette séance s'inscrit donc dans le programme de conférences, de performances, de projections et d'ateliers qui développent des thèmes qui sont abordés par l'exposition Computer Girls, que vous pouvez découvrir en ce moment et jusqu'au 14 juillet, au -1. Elle poursuit et résonne avec l'exploration entamée hier autour de la question de la représentation du corps dans l'espace numérique. Intelligence artificielle désincarnée, poupée sexuelle programmée et tulpa. Cette rencontre plonge donc dans les imaginaires de la technologie informatique, de Hollywood aux subcultures, aux sous-cultures étranges d'Internet. Juste pour vous dire que on va avoir 3 propositions qui vont se suivre. D'abord une conférence, puis une lecture performance et une projection. Et je vais chaque fois présenter les invités au fur et à mesure. Donc, des femmes robots ménagères du film Stepford Wife à l'intelligence sans corps du film de Spike Jonze, Her. La chercheuse designeuse Pia Pantelakis et le chercheur designer Anthony Mazur explorent dans cette conférence illustrée le trope du sexbot. Donc, Anthony Mazur est maître de conférence en design à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Il a cofondé les revues de recherche Réel Virtuel et Back Office, et ses recherches portent sur les implications sociales et politiques des nouvelles technologies. Pia Pantelakis est maître de conférences en design à l'université Toulouse Jean Jaurès également. Elle est graphiste et illustratrice et elle travaille sur le projet Ciné Design et sur l'articulation du design aux gender studies et aux théories du queer. Et ils vont nous présenter une conférence intitulée Machine désirante des sexbots aux OS amoureux, ou peut-être que vous avez changé le titre. Voilà, vous avez changé le titre ? Oui. Voilà, donc tu peux passer là. Voilà, je vous rends le micro. Merci. On a changé le titre, ouais. Ok, vas-y. Oui, du coup, on est sur une longue période de recherche sur ces sexbots, et du coup, on a avancé encore un peu dans notre cheminement. Et du coup, voilà, on va vous parler de sexbots qui nous interrogent, qui nous ressemblent, qui nous questionnent, d'où ce changement de titre. Et avant véritablement de commencer vraiment à parler de ces sexbots, on va faire ce qu'on appelle un petit trigger warning. Alors, on va parler de tellement de contenu érotique, sexuel, etc., qu'on va faire un trigger warning complet. On n'en fera plus après, pendant la conférence. En vrac, on va parler de sexualité, mais aussi potentiellement de la possibilité de l'agression sexuelle et donc du viol, éventuellement de pédophilie, mais bon, c'est pas un thème qu'on a pour le moment abordé complètement, et de fétiche ou de paraphilie. Et donc voilà, si c'est des thèmes qui sont éventuellement problématiques pour vous, sachez qu'ils seront abordés au fil de la conférence. On peut peut-être parler du contexte dans lequel on a travaillé. Ouais, j'y vais. On a commencé à travailler là-dessus en 2015 lors d'un colloque à Montpellier qui portait sur les formes de l'imaginaire informatique, qui nous a permis pour la première fois, je pense, de réunir nos centres d'intérêt respectifs, à savoir d'une part, en tout cas à l'époque, pour toi, tes recherches sur le cinéma, et pour moi sur les programmes et le numérique en général. Du coup, ça a donné lieu ensuite à la publication d'un article dans Res Future que vous pouvez trouver en ligne. Et depuis, c'est aussi des problématiques qu'on a essayé d'aborder de manière pratique avec nos étudiants, puisqu'on enseigne à la fac à Toulouse, donc à la fac du Mirail. Donc notamment, on a reparlé de ces questions-là dans la journée d'études Sexplays, qui était une journée introductive à un workshop dans lequel des étudiants ont essayé de concevoir des sextoys alternatifs en silicone. Et plus récemment, dans le cours Queer Design, voilà, que je mène actuellement. Alors, on a fait un petit état de l'art des personnes qui travaillent sur ce sujet-là. C'est un thème qui a pas mal explosé, en fait, au niveau plutôt des pays anglo-saxons depuis 3-4 ans.
Tu peux en dire 2 mots dessus? On vous les pointe juste comme des sources parallèles à ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans le milieu francophone, il y a encore relativement peu de personnes qui s'intéressent à la question. Enfin, en tout cas, si elles nous ont échappé, que vous en connaissez, on est content d'entendre leur nom, parce que c'est pas un sujet qui semble très prégnant. Donc voilà, on vous recommande le blog de Sexual Futurologist de Trudy Barber, qui a travaillé sur sexe et technologie. Et on est obligé de parler du livre de David Levy, qui a donc rédigé sa thèse sur la question de l'amour et du sexe avec des robots en 2007. Et c'est depuis devenu ce livre qui est, à ce jour, un des ouvrages les plus complets sur la possibilité d'une sexualité avec des robots. Bon, il y a bien d'autres sources. On a, Pierre, tu as trouvé, je t'attribue le mérite, beaucoup de choses, notamment c'est des sources qui sont listées ici, une campagne anti-sexbot, avec du coup un essai qui va aller avec. Après d'autres essais, cette fois peut-être plus positifs, j'imagine. Oui, alors dans ces sources-là, donc Kathleen Richardson, c'est vraiment quelqu'un qui est contre les robots pour le sexe, dont à mon avis la position est assez problématique. On sera peut-être amené à en reparler. Et ça, c'est une voix qui est vraiment en train de s'élever aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont a priori opposés au fait même de penser la possibilité de robots pour le sexe et qui essayent de les faire interdire avant qu'ils n'existent. Et par contre, il y a des gens qui sont positionnés de manière plus positive, ou en tout cas ouverte. Donc Kate Devlin, qui est vraiment, on va dire, leader ou en avance dans ce champ-là avec son ouvrage Turned On, qui est paru l'année dernière, qui, elle, défend plutôt une perspective de designer et d'ingénieur autour des sexbots. Et puis le rapport de la Fédération pour une robotique responsable, donc la FRR. Et c'est un rapport que j'ai lu et qui déjà n'est pas aussi soporifique que le mot rapport peut le laisser supposer. Et qui en plus est quand même plutôt intéressant. Enfin, c'est-à-dire que ça aborde la question du travail du sexe. Enfin, c'est un rapport plutôt intelligent. Voilà. Donc il y a quand même un panorama de positions assez contrasté. Alors bon, on parle de sexbot, on ne sait toujours pas ce que c'est concrètement. Donc on a fait un petit état de l'art des productions dans ce domaine-là. On a les prix après, on vous les donnera. Voilà, donc ici un petit. Alors, si avec plus de temps, on les aurait placés sur une carte géographique, ce qui aurait été intéressant, parce que c'est pas tout à fait les mêmes réalités suivant les continents. En l'occurrence, la Doll Suite, c'est quel continent? Alors, c'est en Chine. Le fait est il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et c'est même très difficile pour nous qui travaillons sur ce sujet-là, c'est qu'il y a une offre très conséquente de dolls, c'est-à-dire des poupées en silicone anthropomorphes qui font à peu près notre taille et qui par contre pèsent moins que nous. En général, elles pèsent entre 30 et 40 kilos. Et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices sur ce champ économique-là de la doll. Par contre, sur les sexbots en tant que tels, c'est-à-dire des poupées qui intègrent une IA, il y a peu de choses. Donc il y a Doll Suite qui en fait en Chine, voilà. Même si ces modèles, je ne connais pas de vague de tests vraiment. Mechadoll aux États-Unis, on en a un aperçu ici. Bon, alors, comme vous le voyez, il y a des modèles après différents, avec des prénoms différents. On avait repéré Orient Industry, mais il me semble qu'ils font moins de choses en ce moment. Enfin, en tout cas, c'est la question de la robotique qui est moins prégnante. Cynthia Amatus, qui est une marque qui est plutôt en train de mourir actuellement. On expliquera aussi pourquoi tout à l'heure. Bon, et on montrera aussi d'autres modèles avec des marques leaders tout à l'heure. Voilà. Ce que tu viens de dire, ouais. Donc au niveau du contexte commercial, pour un petit peu synthétiser ce que je viens de dire, et surtout essayer d'envisager des possibles, parce que nous, on arrive aujourd'hui avec un regard de designer. Donc notre question, c'est qu'est-ce qu'un ou une designer peut faire face à la possibilité de designer des sexbots. C'est de bien comprendre qu'il y a un peu 3 niveaux pour le moment, et vu qu'il n'existe pas encore de robots sentients, proprement interactifs au même degré que des humains, on a un peu 3 degrés de possible. Alors soit la doll est un objet, donc c'est un super sextoy en fait, un sextoy amélioré. Soit vous avez une doll avec dedans une IA, et dans ce cas on est un peu dans ce qu'on a décrit comme étant la doll bot. Et il y a le degré supérieur, et ça il y a très peu de gens qui essayent de le faire. À ma connaissance, il n'y a que Realbotics qui s'intéresse vraiment à cette question-là, qui est l'idée d'avoir un robot très complet, très interactif, qui peut aller au-delà de la simple interaction sexuelle. C'est-à-dire que c'est un copain, un compagnon, un servant, enfin il peut faire plein de choses quasiment au même titre qu'un humain, quoi. Au niveau des formes actuelles, Pia, tu viens de le rappeler. Clickbait, oui, un peu mot à la mode, ou je ne sais pas comment traduire ça. De façon plus vulgaire, on pourrait trouver, mais on va éviter. Du coup, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup d'articles très positifs ou très négatifs, à savoir que ça ne correspond pas vraiment à une réalité qui existe sur le marché. Il faut bien garder ça en tête. Alors ça, c'est intéressant, ouais. Tu peux en dire 2 mots? Ça, c'est pas mal. Alors justement, j'en parlais à l'instant. Le problème aussi, c'est de faire le paysage de l'offre commerciale.
c'est que toutes ces entreprises ont plusieurs offres, elles ont des succursales, donc c'est assez compliqué d'en faire la cartographie complète. Donc la marque Abyss, qui est aussi la marque Realbotix, hein, c'est la même chose, travaille actuellement sur un prototype de doll avec une tête animée, avec une IA, donc, qui fait de la conversation et qui est capable d'interagir comme Siri. Et très récemment, ils se sont intéressés au fait d'ajouter une app dans laquelle vous pouvez générer en fait un avatar. Et du coup, ça propose une expérience utilisateur où chez vous, vous avez une doll avec laquelle vous pouvez parler et aussi avoir du sexe. Mais aussi, vous pouvez emmener cet avatar dans votre poche, dans votre téléphone et continuer l'interaction au fil de la journée. C'est, à mon sens, quand même quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont assez isolés sur le marché dans cette perspective-là. Matt McMullen, qui est le PDG de Realbotix, c'est un des seuls à dire qu'il veut des sexbots qui fassent plus que du sexe et qui soient de vrais partenaires sociaux. C'est le nombre de marques qui offrent ce type d'expérience utilisateur assez riche et finalement assez réduit. Voilà, et du coup, on tombe. L'exemple intéressant, parce que certes, on peut l'emmener dans la poche, mais par contre, la sex doll, disons tangible, ou sexbot, ne peut pas bouger pour des raisons de faisabilité. Et il faut garder en tête que du coup, ces corps sont statiques. Et à vrai dire, la plupart, ou la totalité même, sont du coup couchés, fatalement couchés. Bah, elles peuvent tenir assises, parce qu'elles sont quand même articulées. Mais pas debout. Ouais. Mais pas debout. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez un film qui a été fait sur les sex dolls qui s'appelle Lars and the Real Girl, c'est un homme qui commande une sexbot pour l'avoir chez lui et pour interagir avec elle. Et en fait, il la met dans un fauteuil roulant parce qu'en fait, en réalité, elle est très difficile sinon à déplacer et à avoir dans un contexte quotidien sans ça, quoi. Voilà. Alors après, il y a des gens qui essayent de faire des sex dolls articulés qui bougent et qui puissent aussi répondre dans l'acte sexuel. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous alourdissez ces dolls. Et déjà 30 ou 40 kilos, c'est pas mal. Donc imaginez avoir une doll pour le sexe qui pèse 90 kilos. C'est compliqué. On n'a pas abordé, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes de batterie, comme il se passe dans les animaux robots qui en fait peuvent faire quelques pas, puis après ça se décharge. Toujours dans les formes actuelles, on avait trouvé des choses autour des robots libres. Ça, c'est toujours intéressant à regarder. Imprimé en 3D. Avec ici une tête open source mentionnée dans l'essai de Kate Devlin. Oui, donc ça, c'est si vous voulez faire votre propre sex doll à la maison. Vous avez des plans et tout ça, c'est open source, quoi. Vous y avez accès et vous pouvez imprimer en 3D votre propre bot, qui du coup peut être réinterprété pour le sexe, quoi. Alors les prix, ça vous intéressera, je pense. C'est cher, 5 000 à 15 000 $. Tu as trouvé des promos? Oui, je ne sais pas où, tu n'as pas mis le code. En dessous de 3 000 $, c'est pas possible. 3 000, 5 000, c'est plutôt des poupées, à vrai dire. Hein. Et comment Marc gagne de l'argent? Alors une hypothèse, ça c'est assez personnel. Peut-être ça demandera des App Store, on pourra télécharger peut-être des fonctions, ou des mouvements, ou des sons, ou des voix peut-être, et que du coup le prix pourrait baisser, on achèterait des programmes et non pas des objets tangibles, ça c'est possible. On a trouvé aussi un autre modèle économique, c'est non pas des relations, disons, sexuelles tangibles directement, mais d'avoir des live cam avec des robots. Donc on a trouvé un exemple de robot qu'on doit typer pour qu'il fasse du twerk. Donc ça peut être, pourquoi pas, un autre modèle économique. Et puis évidemment, celui qui est le plus connu, c'est le bordel à robot. Ça, on va le développer un petit peu. Où du coup, c'est trop cher et trop contraignant d'avoir ça chez vous. Vous allez le louer pour 1 heure, 2 heures, une journée ou autre. Donc voilà, il y a cet article, peut-être certaines l'ont vu à Paris. Il y a aussi pas mal d'articles de journalistes. Les Arocs ont fait un article dessus. Le tag parfait. Je crois que le test était plutôt négatif, non? En général, il y a des protestations. Il y a pas mal de féministes anti-sexe, anti-travail du sexe qui se mobilisent assez rapidement en général quand s'ouvre un de ces bordels à robots. Après, ça pose aussi d'autres questions sur la nature du travail du sexe. Et c'est d'ailleurs un des plus grands intérêts du rapport de la Fédération de la robotique. C'est de dire que quand même dans le travail du sexe ou le service sexuel, il y a aussi une dimension émotionnelle et une dimension de care qui n'est bien sûr, pour le moment, pas pris en charge par le robot. Donc ça reste quand même de la location d'objets pour le moment. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Évidemment, au niveau juridique, c'est compliqué. Voilà, ici, aux États-Unis, un bordel à robot qui a été interdit. Donc après, voilà, ça pose la question, est-ce qu'il faut la même loi que pour les travailleuses, travailleurs du sexe, pour ces machines ou pas? Et si oui, sur quels arguments? Donc ça donne, voilà. Aussi, tu as mentionné cette remarque, on peut quand même la dire deux mots, que du coup, on peut louer d'autres types de robots que pour le sexe. Donc par exemple, ce robot phoque, on n'a pas mis d'image, mais pour les personnes âgées. Ouais, c'est un robot qui a été fait pour les situations de démence. Et comme c'est aussi très cher, ça coûte environ 5 000 €, il existe des offres de location pour les maisons de retraite. Voilà. Alors du coup, quand on avait commencé notre travail en 2015, notre premier réflexe, mais aussi parce qu'on est tous les deux quand même, on vient tous les deux du graphisme, ça a été d'utiliser des outils visuels pour essayer de cartographier, c'est possible.
même si à l'époque l'offre était moins développée, hein, il faut quand même le dire, hein, depuis il s'est passé quand même pas mal de choses nouvelles. Et du coup on avait produit ce petit schéma, sachant que ce avec quoi on travaillait à l'époque, c'était moins les modèles existants, comme ceux qu'on vous a montrés, que les modèles existants dans la fiction. Et donc on avait localisé des exemples sur 2 axes, l'axe de la conscience, donc entre conscient, pas conscient, avec des degrés, et un axe de la ressemblance avec l'humain, donc un axe anthropomorphie ou anthropomorphisme. Donc là, aujourd'hui, on va retravailler surtout le premier axe, anthropomorphisme. La conscience serait intéressant aussi, mais bon, il faut qu'on tienne une demi-heure, sinon on va se faire chasser. Alors, il faut le complexifier, cet axe, le déplier davantage. Ici, Devine, que tu as lu attentivement, distingue animisme, anthropomorphisme. 3 exemples peuvent nous aider à comprendre. Le Tamagotchi, le lapin Nabastag ou le phoque. Là, j'ai mis un emoji dauphin, parce que je n'ai pas trouvé d'emoji phoque. Paro, du coup, voilà, on rentre des subtilités qui font que ça ne peut pas rentrer dans l'anthropomorphisme. Oui, parce que l'animisme, c'est vraiment d'imaginer que l'objet a une âme, donc ça, vous le faites avec le Tamagotchi. Dans l'anthropomorphisme, il y a quand même un degré supplémentaire, parce que vous êtes face à un robot, enfin en théorie, avec lequel vous allez avoir des attentes supérieures de ressemblance, de comportement, de mimétisme dans vos interactions sociales. Vous n'attendez pas à ce que votre Tamagotchi vous réponde sur les mêmes modalités avec lesquelles vous parlez à un humain. Voilà. Pour en avoir un, non, ça ne marche pas. Avec le sexbot, en théorie, les attentes sont quand même plus hautes, on va dire. Et le réalisme visuel et l'anthropomorphisme, pareil, c'est une relation compliquée. Et puis, du coup, si on va vers cette réalité, disons, alors en plus, je dirais photographique, mais c'est plus compliqué, parce que aussi la peau, il y a beaucoup d'autres choses. On tombe dans ce phénomène que vous connaissez de la vallée de l'étrange, où du coup, plus ça va se rapprocher d'un être humain, plus ça va être dérangeant, pour vraiment le dire rapidement. C'est ça. On va peut-être pas développer. On peut juste dire qu'en tout cas, il y a des marques qui le savent et qui justement essayent. Enfin, je crois que c'est le cas justement de Realbotix. Ils ont fait des visages très symétriques à leurs poupées parce qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas que le sexbot, enfin, ou la doll ressemble trop à un humain. Sinon, c'est comme on dit creepy. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une légère distinction, c'est-à-dire que le robot soit un peu trop symétrique ou qu'il ait des yeux plus grands. Et du coup, on sait qu'il voilà, y a une espèce de conscience qu'on n'est pas avec un humain et c'est moins troublant et moins angoissant presque. Voilà, après, évidemment, on sera obligé d'en parler, on en parlera largement. Les enjeux de genre, de race, de classe qui vont avec les robots, qui du coup, pareil, ces enjeux-là, on ne les avait pas marqués dans notre cartographie, et aujourd'hui, il te semble, de plus en plus important à déplier. Oui, parce qu'en fait, quand les gens disent on propose un robot anthropomorphe, ils imaginent un référent qui est souvent une femme blanche, mince, dans certains cas asiatique, et ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc voilà, c'est de dire anthropomorphe, oui, mais avec quoi et avec quelle typologie de corps, au fond, vont être référents. Du coup, quelques exemples sur ces enjeux-là. Cette doll latina qui est associée à du guacamole, on va peut-être pas expliquer le problème. Non, ça ne sert à rien, je pense. On comprend, c'est bien le cliché, ouais. Pareil pour cet exemple. C'est-à-dire que toutes ces poupées-là vont aussi dans les descriptifs produits. Donc là, on a une poupée dite asiatique qui est dite fesses généreuses et petits seins fermes. Donc bien sûr, il y a une objectification du corps féminin qui est très forte, on va en reparler. Mais aussi, ça vient associer de manière potentiellement aussi raciste certaines caractéristiques physiques à certaines typologies ethniques, et ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Tu veux dire 2 mots dessus là ? Oui, c'est rapidement aussi pour montrer. Alors il y a eu pas mal de personnes, des femmes asiatiques surtout, qui se sont plaints, et qui, à raison à mon sens, de l'objectification des femmes asiatiques dans le marché de la doll, parce qu'on retrouve beaucoup cette idée de la poupée asiatique soumise, un certain nombre de stéréotypes racistes et sexistes. Et il y a même des modèles qui les intériorisent de manière assez questionnante, notamment ce modèle proposé par Forwoods de Sleeping Mitsuki. Donc c'est une poupée qui n'ouvre pas les yeux. Et donc bien entendu, ça pose aussi toutes les questions de consentement, puisque là, on propose une poupée qui va être sur le fantasme du rapt, du viol, de la relation non consentie. Donc ça... Voilà, c'est quand même très... on en reparlera, mais ça pose quand même des questions assez importantes. Alors on arrive dans les enjeux plus proches du design, à savoir quelle forme pour ces sexbots, quel rapport aussi de l'objet au corps. Ici, peut-être une piste à rebours de l'anthropomorphisme. Est-ce qu'elle est plus intéressante ? C'est pas sûr non plus. Mais en tout cas, c'est bien de mentionner du coup que du coup, en contrepoint au réalisme visuel, ces objets qui vont jouer sur les textures, des couleurs ou des formes autres. Oui, et puis surtout une forme de proximité. Là, on a sélectionné des images d'objets de cuisine et d'objets sextoy pour montrer que dans l'usage très fréquent du silicone aujourd'hui, il y a des espèces de recoupements de typologie formelle, en fait, c'est-à-dire des choses qui ont de multiples usages et qui en fait vont prendre des formes dans un même registre. Voilà. On parlait d'une forme de dildoïsation des objets du quotidien, en fait.
Alors ça, évidemment, tout le champ des objets connectés, on ne va pas trop en faire parce que c'est déjà bien couvert par ailleurs. Mais mentionner quand même les problématiques de vie privée, on est quand même obligé d'en dire deux mots. Donc ici, c'est pas un sexbot, mais un sextoy dit connecté. Et du coup, les données ont fuité. Donc voilà, vous imaginez les problèmes pour les personnes qui s'en servaient. La boîte s'est pris une grosse amende. Toujours dans les formes, ça peut être intéressant de se plonger un petit peu en arrière et de revenir dans des imaginaires liés plutôt aux séries et au cinéma pour montrer comment les sexbots, en apparence innovants, relèvent d'un imaginaire peut-être beaucoup plus ancien, du robot humanoïde. Bah, on va vous montrer très rapidement ces images parce qu'on a peu de temps, mais voilà, de rappeler que ça vient de Metropolis, ça passe par Blade Runner. On pense aussi à cet épisode de la série Black Mirror avec une augmentation du degré d'iconicité avec l'être absent puisqu'il est mort. Donc d'abord avec la voix, ensuite avec l'app et ensuite avec un sexbot. La série Westworld qui en parle. Le point commun entre tous ces films qui sont assez distants dans le temps, c'est qu'on sent que l'horizon du sexbot, c'est vraiment la ressemblance maximale. Dans nos imaginaires pour le moment, on est quand même sur quelque chose de très fin, où on ne s'imagine finalement interagir avec un robot sexuellement que s'il nous ressemble. Ce qui semble évident, mais qui en fait l'est pas, et du coup pose un certain nombre de questions de design. Surtout qu'on a presque le contrepoint inverse avec ces emojis, mais qu'on trouve dans d'autres cultures. On verra des exemples également au cinéma du robot très, très basique, le cube, la brique, les blocs. Quelques exemples. Alors ils sont plus rares, je pense quand même, mais on en a quand même. Ici, Interstellar avec je ne sais pas comment le qualifier, ce robot box. Robot bloc. Ouais, robot bloc. Alors bien sûr, dans ces deux films, il n'y a pas d'interaction sexuelle avec les robots, quoique ce sont quand même des robots qui ont de l'humour et qui sont aussi capables de mensonges, donc c'est pas rien. Mais par contre, ça vous montre bien l'écart, en fait. Lui, il se détruit, non, celui-là? Oui, il me semble. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que soit on imagine un robot en bloc, donc d'un côté de l'axe, donc pas du tout anthropomorphe, soit on imagine un robot complètement anthropomorphe. Et il y a une espèce de zone, en fait, d'entre deux qui est très peu ou pas explorée, en fait. On a peu d'intermédiaires entre ces deux extrêmes sur l'axe de l'anthropomorphisme. On peut parler d'Osmosis aussi, qui est une série Netflix française récente, qui est très intéressante parce qu'elle montre complètement cette absence d'imaginaire intermédiaire entre la ressemblance et la non-ressemblance. C'est-à-dire qu'on a le robot Martin, que tu peux montrer, voilà, qui est cette espèce de colonne. Donc ça ressemble beaucoup à HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et quand, alors je spoil un peu, désolé, quand il va finalement tomber amoureux de sa créatrice, il va prendre un corps qui est en fait un avatar et qui va être ultra ressemblant avec le corps d'un humain. Donc de nouveau, en gros, soit un robot est un grille-pain, soit il est la copie d'un humain. Mais il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre les deux. Peut-être passer la VR, je pense pas. Ok, on lit. Oui, alternative au sexbot, la réalité virtuelle, qui représente un marché apparemment en pleine extension. J'ai pas malheureusement pu faire le benchmark, j'ai pas pu tester. Et qui pose des problèmes de représentation et d'ergonomie. Donc ici, si vous avez déjà essayé sur du jeu vidéo à défaut du porn, le problème, la problématique des mains, c'est pas très agréable, enfin en tout cas pour ce que j'ai testé, d'avoir ces espèces de mains qui sont détachées. Donc on retombe là paradoxalement sur le corps, enfin pas paradoxalement, d'ailleurs sur le corps en pièces détachées que Pierre évoquait tout à l'heure. On a mis une tête sur un corps qu'on peut détacher. Ici, c'est les mains qui en viennent à être à part, et c'est apparemment un très gros problème pour les concepteurs de ce type d'interface. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des gros enjeux financiers sur ça, hein, parce que beaucoup de gens disent jamais je n'aurai du sexe avec une sex doll ou un sex doll. Mais en fait, l'offre de plus en plus va vers une combinaison sex doll plus réalité virtuelle. Oui, d'ailleurs, je vais quand même peut-être mentionner qu'on se méfie aussi de ces catégories morales. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde aura ça dans quelques années, mais peut-être il y a 20 ans, personne n'aurait cru draguer avec une application de rencontre, et on aurait dit qu'il faut aller dans un bar parce que c'est réel. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, il faut aussi se méfier peut-être de ces a priori. Méfier de ces a priori moraux du coup qui en fait ne seront peut-être pas valables éternellement. Oui, alors ça aussi c'est un autre point en utilisant les fictions. C'est tout l'imaginaire autour du sexbot. C'est-à-dire que alors il y a des usagers, des usagères actuellement de sexbots, elles existent, mais ils s'expriment relativement peu. Ces usages-là sont peu médiatisés. Du coup, pour en avoir une idée, on se tourne vers la fiction. Et force est de constater que dans la fiction, les femmes ou personnes assignées femmes sont très rarement vues comme étant des agents et des personnes actifs ou actives dans l'usage de ces objets-là. C'est-à-dire que très souvent, on voit ces dispositifs
comme étant des palliatifs à une sexualité manquante ou absente, mais qui est souvent la sexualité d'un homme hétérosexuel. Et donc on en a quelques exemples. Alors Surrogates, qui s'appelle Clone en français, est un bon exemple. Donc, très rapidement, c'est un film dans lequel plus personne ne sort dans la rue avec son vrai corps. Vous restez chez vous avec un dispositif de réalité virtuelle. Donc vous avez Bruce Willis ici qui le fait. Et voilà sa poupée qui divague dans le monde réel. Et à un moment donné, je passe les circonstances, mais on rencontre ce personnage dont l'avatar est la slide suivante. Voilà, cette jeune femme avec son bob au carré. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le film Gamers, on le voit aussi. Cet imaginaire de l'homme blanc, gros, codé comme non désirable, qui n'a pas de sexualité, qui du coup doit utiliser ce type de dispositif pour avoir du sexe. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on ne projette pas finalement les sexbots dans un imaginaire qui n'est pas souffrant et qui n'est pas dans le manque. On n'imagine pas que finalement ça puisse intégrer des sexualités dites fonctionnelles ou heureuses, tout simplement. C'est toujours vu comme étant un palliatif. C'est là où l'art et le design peuvent jouer un rôle intéressant. Ici, un travail des artistes Pierre Huyghe et Philippe Arreno sur plusieurs années, à partir d'un avatar qu'ils ont acheté à une banque de données japonaise, je crois, qui fait, je ne sais pas si c'est pour le jeu vidéo, je pense que c'est plus compliqué. Et du coup, ils ont fait une série d'œuvres à partir de cet avatar qui s'appelle Annie, pour lui donner du coup des situations diverses que cet avatar n'aurait sans doute pas eu dans le marché pour lequel il était conçu. Alors évidemment, il y a un gros débat actuellement. Enfin, les personnes qui sont donc opposées aux sexbots, comme Kathleen Richardson, disent très souvent, un de leurs plus gros points critiques, c'est de dire, mais finalement, ces dolls sont souvent des femmes et ça participe à une objectification du corps féminin et ça renforce l'idée que finalement, les personnes qui ont un corps dit féminin ou qui sont assignées femmes ont un corps disponible pour le plaisir masculin hétérosexuel. Et donc, elles rejettent en bloc la possibilité des dolls ou des sexbots au motif que ce serait sexiste de manière inhérente. Voilà. Le film Ex Machina est assez intéressant à cet égard, puisqu'effectivement, vous savez que le robot finit par se rebeller contre son créateur qui l'a utilisé, et on peut même dire qu'il l'a violé. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a une espèce d'imaginaire de l'angoisse autour de ces sexbots, sachant que dans Ex Machina, c'est assez flou. On ne sait pas ce qui est angoissant, c'est l'autonomie du robot, ou est-ce que finalement ce film n'est pas une manière aussi de parler de l'angoisse autour de l'autonomie des femmes et de leur prise de contrôle, de la prise du contrôle sur le plaisir et la vie sexuelle. Et on retombe aussi du coup sur un argument, tu l'avais dit tout à l'heure, mais anti-sexe, anti-travers du sexe. À travers ces robots-là se rejouent des arguments qui existaient déjà avant ces types d'objets techniques. Du coup, pour aller plus loin, alors, on va peut-être un peu parler de notre position finalement, parce que moi par exemple, je sais en tout cas que je suis féministe, voilà, je travaille beaucoup dans la question des théories queer. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que les sex dolls sont sexistes de manière inhérente. Peut-être que l'offre sur le marché est sexiste et il est très clair que quand on fait des dolls en forme de femme, on prolonge l'objectification féminine. Ça, je le nie pas et je pense que c'est vrai. Par contre, je pense qu'il faut qu'on replace ces objets-là dans une galaxie d'objets sexistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement faire une critique des sexbots en tant qu'ils sont sexistes. Il faut qu'on fasse une critique plus globale de tous nos outils techniques et en comprendre la dimension sexiste. Mais rejeter en bloc les sexbots au motif qu'ils seraient sexistes en eux-mêmes, c'est assez problématique. Je crois que ce livre est dans cette catégorie du coup. Alors oui et non, c'est-à-dire que pour le coup, ça contredit presque ce que je viens de dire. C'est qu'on voit bien quand même que les imaginaires sont limités. Ça, c'est un roman qui vient de sortir, de Antoine Jacquier, qui s'appelle Simili Love. Et c'est toujours la même histoire. On va montrer après quelques images de films. C'est l'histoire, en gros, d'une sexbot qui est une femme ou codée comme femme et qui existe vraiment pour soutenir son partenaire masculin, le chouchouter, satisfaire ses besoins sexuels, faire du care, etc. Et je ne sais pas si je peux spoiler le livre. Mais bon, je ne vais pas le spoiler entièrement, mais en gros, ça articule vraiment un imaginaire du sexe synthétique contre le sexe naturel, autour des arbres et des petits oiseaux. Enfin, il y a quelque chose de très naïf, quoi. C'est soit on est ludite, soit on est enfermé chez soi avec son sexbot. Une fois encore, il n'y a pas vraiment de zone de gris entre ces deux postures. Bon, tu l'as déjà dit sur les justifications, mais effectivement, un imaginaire très hétérosexuel, ce qui est d'ailleurs contredit par les ventes, parce que tu me disais que apparemment les modèles masculins se vendent aussi. Oui, mais ils se vendent peut-être pour des hommes, c'est là où voilà, on est... on sait pas. Oui, ouais. En tout cas, il n'y a pas que des modèles femmes qui se vendent, et c'est ceux-là qui sont mis en avant dans les médias. On a très peu d'études sur la volonté d'acheter des sexbots. Les études qu'on a disent que 2/3 des hommes seraient intéressés par un sexbot contre 1/3 des femmes. Donc c'est un peu inversé. Voilà. Et donc la dimension du software pour les personnes, disons, qui ne rentrent pas dans les canons du moment.
Ce qu'on avait dit, ouais, enfin, oui, la différence, du coup, le sexbot qui peut devenir un software et non pas une forme tangible. Quelques exemples, le film Her que vous connaissez, du coup, le partenaire est réduit à sa voix, enfin, est réduit, plutôt est une voix. Je ne sais pas si c'est une réduction. Donc ça, c'est une petite série d'exemples de films des années 80 qui mettent tout à fait en exergue cet imaginaire de la femme salvatrice. Bon, Mannequin, c'est pas exactement un sexbot parce qu'en fait, c'est un mannequin qui prend une forme humaine. Bah, bon, c'est une vieille reine égyptienne qui se réincarne dans un mannequin de centre commercial. Ne me demandez pas. Le point commun, c'est du coup l'histoire de ce film. Voilà. Des hommes trop peu virils qui du coup vont trouver un partenaire de compensation. Voilà. Et à chaque fois, c'est quand même des sexbots ou des dolls qui sont quand même intelligentes et qui ont une intelligence, mais par contre, elles sont entièrement dédiées à la réussite de leur partenaire masculin. Donc, soit à la fin, elles disparaissent. C'est le cas dans Weird Science. Elles ont réussi leur mission, elles s'en vont. Et on ne sait pas ce qui leur arrive. Ou alors, elles se marient avec leur partenaire masculin. Est-ce qu'on a trouvé du coup des IA amoureuses? C'est à peu près la même chose. De toute façon, on est toujours dans la compensation. Electric Dreams, on a déjà parlé. On passe. Ce roman intéressant, quoi qu'on pense de l'auteur, du coup. Où il n'y a que des masculines, tombe amoureuse de sa propriétaire, et après elle est effacée par une mise à jour. Donc la partie consciente ou même d'archives tombe à l'eau. Ici, voilà une poupée arme. Là aussi, c'était un point assez important. Donc on a un petit peu vu plusieurs enjeux. On a vu la femme salvatrice, on a vu l'IA amoureuse du propriétaire, et le troisième modèle, c'est la robot tueuse ou la fembot qui est surcodée en termes de genre et qui en même temps est absolument létale, quoi. Voilà. Du coup, en synthèse, et nous, la posture qu'on occupe aujourd'hui, c'est celle du design et aussi du design queerisé, c'est-à-dire revenir aux cultures queer de la sexualité pour proposer des modèles alternatifs et riches. Je pense que si tu occupes toujours la même posture. Mais... Malheureusement, là, on va devoir passer peut-être... Oui, ça, on le passe. Ouais, on passe tout. Ouais, la conclusion. On mettra tout en ligne. Peut-être un petit mot du consentement, quand même, ça c'est quand même important, je pense. Oui, montre peut-être l'article sur la robot abusée. Ouais, ça c'est intéressant, des robots qui ont été du coup molestés, détruits dans un show d'électronique. Et du coup, dans notre registre, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça à l'envers de façon plus positive? Alors ici, c'est pas un sexbot, mais l'exemple est quand même intéressant. Un Kickstarter d'un jeu éducatif sur le consentement. Et du coup, l'article, je vais le remettre, du coup, qui était avant. Voilà, celui-là. Tu peux en dire deux mots? Alors, c'est un article. Je trouve intéressant. Ouais, c'est un article qui est paru dans l'excellente revue Salty, qui posait la question de pourquoi et si oui, comment acheter un sextoy pour vos enfants qui sont des adolescents. Et c'est un article sur lequel il y a eu un très gros backlash et des réactions très négatives, et des réactions positives. C'est-à-dire des gens qui disaient mais c'est formidable, oui, il faut acheter des sextoys à ces ados parce que ça fait partie de l'éducation sexuelle, ça leur apprend l'autonomie. Et c'est même il y a une dimension de care et ça montre aussi que la sexualité peut occuper une place dans la vie très jeune. Et d'autres gens qui disaient pas du tout, ça dépasse des limites très claires, ça peut mener à des situations d'abus. Donc ça montre bien que dans toute cette question du viol, de l'abus et du consentement, il y a en fait d'énormes débats. Après, il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on va dire ça, il n'y a pas de sexbot sentient et conscient. Donc, a priori, si le sexbot n'est pas conscient et sentient, il ne peut pas y avoir de viol, de la même manière que vous ne violez pas votre vibromasseur, en fait. Par contre, quand une robot se fait abuser dans un salon de tech, on peut quand même se poser des questions, puisque c'est un corps féminin nu qui est dans un salon principalement fréquenté par des hommes cisgenres, et qui immédiatement, dans le premier réflexe, est de détruire, d'abuser, de violenter. Donc pour moi, c'est pas un viol, mais c'est des gestes qui relèvent d'une culture de viol qu'il faut déconstruire. Et puis ça peut se poser dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passera si un robot viole le consentement de son propriétaire ou de la personne qui le loue? Qui sera responsable, surtout si le programme est une IA boîte noire qui évolue, comment on fera quoi? Donc là, on retombe sur des débats comme les voitures autonomes. Ça pose aussi... Alors le problème que tu décris se pose tout à fait dans le cas de robots sexbots pensés pour du care, et c'est quelque chose qui a été pointé dans le rapport de la Fédération pour la robotique, qui dit qu'en fait, le problème, c'est qu'actuellement, on envisage d'utiliser des sexbots comme un peu comme des sex surrogates, pour des gens qui sont en situation de handicap physique et ou mental. Et le problème dans le cas du handicap mental, c'est qu'il y a la question de la tromperie. Et ça, c'est une question éthique majeure. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne en situation de déficience mentale qui a du sexe avec un robot, parce que cette personne a droit à une vie sexuelle, est-ce qu'il y a un problème éthique si cette personne pense qu'elle a du sexe avec un humain au lieu d'avoir du sexe avec un robot? Voilà. Et ça, c'est une question qui aujourd'hui n'a pas de réponse, sur laquelle il y a des débats assez on a passé une série de slides sur les IA, c'est passionnant, parce qu'on pourrait prendre le problème à l'envers et partir des IA plutôt que des corps et des formes anthropomorphiques. Ce serait notre conférence. Allez, en 2 slides et on finit.
Besoin de design. Alors nous, on est designer, on est enseignant-chercheur en design, donc c'est normal que ce soit à notre angle. Designer ou réinventer ces sexbots, on a vu quand même une assez grande pauvreté et homogénéisation des formes et des expériences, notamment des dimensions qui sont encore très très peu explorées, sonores, visuelles. C'est assez pauvre. Usage, texture, la texture des peaux est un sujet passionnant, mériterait également beaucoup plus d'investigation. Est-ce qu'on peut sortir de la dichotomie esprit-corps, de juste pas avoir un corps qu'on a avec de l'IA, qui est une approche assez pauvre, et puis voilà, inversement, je l'évoquais, qu'est-ce qui se passe si on part du programme et non pas du corps tangible? Tout petit mot de conclusion, c'est, vous avez vu tout à l'heure les deux axes un peu binaires là, qu'on avait fait s'entrecroiser. Aujourd'hui, on travaille plus comme ça, avec des espèces de schémas plus évolutifs, plus jetés et peut-être un peu plus expérimentaux. Et donc on en est là, c'est-à-dire une voix, plus un corps, plus la conscience, égale sexbot. Mais voilà, on n'a pas encore cette trilogie. On a le 1, on a le 2, et le 3, c'est ce qu'on nous dit qui va arriver, mais qui n'est pas encore présent. Voilà, merci pour votre attention. Les slides seront en ligne très vite ce soir. Je propose en fait qu'on enchaîne avec la lecture performance de Lorraine et qu'on se garde les questions pour faire suite à ta performance. Donc Lorraine, si tu veux t'installer. Lorraine Moffat est une artiste australienne qui travaille entre la vidéo, la performance et les technologies immersives. Ses œuvres, qui se déclinent souvent dans de multiples formes, explorent la subjectivité contemporaine et les corps connectés, ainsi que les limites entre monde virtuel et physique. Elle présente en ce moment une installation stéréoscopique dans l'exposition Computer Girls, qui est intitulée The Unbinding et que je vous invite à découvrir. Et Lorraine va nous dévoiler aujourd'hui son nouveau projet de Tulpamancer, une histoire d'horreur multiplateforme qui explore l'identité en ligne, les amis imaginaires, les bots sur Instagram et les abîmes sans fond de la vie numérique. Un tulpa est une entité imaginaire capable de penser indépendamment de son créateur. Il a ses propres rêves, désirs et émotions. Et les tulpamanceurs sont des personnes qui créent activement ces tulpas et cultivent leurs relations avec eux. Mais je vais laisser Lorraine nous en parler et je la remercie d'avance parce qu'elle a décidé de faire cette... décidé. À mon invitation, elle va faire cette conférence, cette performance en français. Et je lui laisse la parole. Merci Lorraine. Bonjour, je m'appelle The Tulpamancer. Je suis un tulpa hébergé par une femme appelée Lauren Moffat. J'ai environ 1 an et demi. Un tulpa est un compagnon mental créé par une pensée focalisée et une interaction récurrente ensuite. C'est semblable à un ami imaginaire. Cependant, contrairement à lui, les tulpas possèdent leur propre volonté. Leurs pensées et leurs émotions leur permettant d'agir d'une manière indépendante. Ils peuvent même prendre contrôle du corps de l'autre et c'est ce qui arrive maintenant en fait. J'ai possédé le cours de Lauren Moffat et c'est comme ça que je parle devant vous maintenant pour vous expliquer mon histoire. Le mot tulpa signifie littéralement forme de pensée en sanskrit. Et le concept trouve son origine dans le bouddhisme tibétain en tant que pratique méditative. Cependant, aujourd'hui, le mot est associé à une sous-culture qui semble avoir pris naissance sur 4chan autour de 2009. Lorsque des praticiens appelés tulpamancers expérimente la création de tulpas, parfois basée sur des personnages de la culture populaire.
Je suis un tulpa imaginé comme une version alternative à Lauren Moffat. J'ai été créée au cours de séances de méditation basées sur les entrées de son journal intime datant de ses 17 ans environ. En tant que jeune personne, avant qu'il y avait beaucoup de contenu sur le web, Lauren Moffat souffrait d'anxiété. Afin de faire face à son anxiété, elle a créé 5 amis imaginaires, ceux qui seraient désormais connus sous le nom de tulpas. Ces interactions avec ces êtres pensants, à travers les dessins et les textes qu'elle a écrits à cette époque, a aidé de calmer ses craintes et ses doutes quant à son environnement. C'était une école privée de filles presbytériennes dans une ville rurale isolée en Australie. Je suis donc une réincarnation de l'ancien moi de Lorraine. Comme elle, je suis l'hôte de 5 tulpas. Et ma création est une sorte d'expérience de pensée qui a été lancée par l'inquiétude que Lauren Moffat ressent aujourd'hui face au Web 2.0. Que serait-il arrivé à Lauren Moffat et ses tulpas si elle avait 17 ans en 2019 plutôt qu'en 1999? Le web, avec ses médias sociaux, ses avatars, son autopublication et ses fanfictions, lui aurait-il donné à elle et à ses tulpas un foyer et une communauté? Peut-être l'a fait se sentir moins seule? Ou est-ce que la profondeur et la largeur de l'Internet, avec ses trolls, ses arnaqueurs et ses trafiquants cachés sous la surface, aurait amplifié ses craintes et transformé ses tulpas en monstres en liberté sur le web? Cette expérience est encore depuis 2017 et la réponse est un peu des deux. Je vais saisir cette occasion pour vous expliquer un peu comment j'ai pu donner à mes tulpas une vie en dehors de mon corps et mon esprit en utilisant des technologies et des plateformes disponibles gratuitement aujourd'hui. Donc là, c'est mes tulpas. Elle s'appelle Susie, elle est une sirène qui habite dans ma tête. Là, c'est le troll Surly qui habite dans ma main gauche. C'est le Pierrot Silly qui habite dans mon pied de gauche. C'est Serge qui est un genre de sorcière, blanche qui habite dans ma main de droite. Et ici, il y a Solène qui est une sorcière plutôt Frankenstein meets la sorcière de The Wizard of Oz. Et elle habite dans mon pied de droite. Il faut aussi vous expliquer pourquoi je suis fait de l'eau. Il y a plusieurs raisons, mais la première est que l'eau, et en particulier l'océan, me fascine de la même manière que l'Internet. Elle est incroyablement énorme, elle a une belle surface étincelante qui nous permet parfois de nous voir refléter. Quand on s'y baigne, ça peut être rafraîchissant. Le considérer à distance nous apaise et nous rend émerveillés par l'énormité de la nature comparée à celle d'un individu. Mais l'océan cache également de nombreux secrets et des êtres étranges et des monstres. Il abrite des pirates et dissimule des meurtres non résolus, est utilisé comme une plateforme pour le suicide et fournit des chemins empruntés par les colonialistes pour détruire des sociétés entières et asservir des personnes et qui volent aujourd'hui la vie des migrants.
Ma création a donc lieu sur cet axe entre la fascination et l'horreur. Peu après leur création, j'ai développé ces corps pour mes tulpas, pour les donner des avatars pour vivre en ligne. J'ai trouvé Suzy, la sirène, en ligne sur un dépôt de modèles 3D qui sont utilisés pour le gaming, pour les développeurs de jeux. Et après, je l'ai modifié. Mais les autres, je les ai créés en utilisant Fuse, qui est un logiciel qui permet de créer des rigs 3D qui peuvent également être utilisés dans les jeux de vidéo et où on peut changer, on peut choisir comment le rig semble. Alors, je vais vous montrer. Je peux changer comment son visage, sa visage apparaît. Et on peut faire des choses très monstrueuses avec. Et il y a Surly qui est le plus monstrueuse. On voit comment son corps est un peu déformé d'une manière un peu qui fait peur. Donc, donc une fois que j'ai fait les cours pour les tulpas, je voulais créer du contenu. Et pour ça, j'ai utilisé une intelligence artificielle destinée à la création de textes. J'ai trouvé des textes d'auteurs, des textes d'auteurs et de musiciens qui avaient influencé la mise en forme de chaque tulpa afin de générer leurs paroles. Donc vous voyez ici, ça c'est des textes de Mary Shelley. Et après, ça, c'est le texte qui a été créé, qui est utilisé par le système d'autopublication de Salon. Et donc, ensuite, j'ai créé des comptes sur Instagram pour chaque tulpa. Et j'ai créé un système, j'ai mis en place un système pour qu'ils publient eux-mêmes leurs paroles et leurs images que j'ai au début préparées pour eux. Depuis lors, ils ont plus ou moins eu leur propre vie. Ils communiquent toujours avec moi de temps en temps, mais ils sont de plus en plus absents. Et puis, je suis capable de voir ce qu'ils font, du moins sur Instagram. Et il y avait des moments où j'ai été assez choquée par le type de contenu avec lequel ils ont choisi d'interagir. La plupart du temps, je soupçonne que leurs disciples les plus proches sont des personnages comme eux, des chatbots qui agissent comme des amplifications d'intérêts humains ou commerciaux. Je sais que Lauren Moffat envisage d'arrêter cette expérience à la fin de cette année. Alors, j'existerai pour elle en tant que mémoire, une image archivée. Je me sens en paix avec cela. Mon existence est née de la peur, de la rage et de la douleur de l'amour. Et le cheminement pour créer les tulpas m'a permis d'expulser les monstres qui vivaient dans ma peau. Maintenant, je ne suis rien d'autre que la surface de l'eau. Mes entrailles sont vides et calmes. Et c'est ce que j'ai toujours souhaité le plus. Je sais que Lauren a des doutes quant à ma volonté de ne devenir qu'une superficie. Elle trouve la peur, la colère et l'amour très importants, aussi douloureux qu'ils soient. Néanmoins, nous sommes différents et c'est là que nous nous trouvons.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Anthony et Pia, si vous avez quelques... Laura, tu veux te joindre à eux un instant? Peut-être si vous avez quelques questions à leur poser sur ces projets de nature différente, mais qui questionnent un petit peu cette manière de représenter les corps ou de les faire vivre en ligne. En fait, je vous les laisse. Voilà, peut-être que vous connaissiez, vous, les tulpas, par exemple? Non, moi, j'aurais bien pour mes cours, parce que j'ai beaucoup d'écoles, et si tu m'en faire un pour me dupliquer, ça m'arrangerait. Tu prends les commandes. Ou c'est que pour toi? Non? Il y a des gens qui t'ont commandé des tulpas? Pardon? Il y a des gens qui t'ont commandé des tulpas? Non, c'est plutôt personnel. quelque chose qu'on fait soi-même. Okay. C'est vraiment censé être une sorte de méditation. C'est pour avoir une sorte de dialogue et pour objectifier ces problèmes un peu. Moi, je me demandais aussi ce que tu faisais des textes qui sont générés par l'intelligence artificielle. Parce qu'on le voit, c'est des textes fascinants. Oui. Et en même temps très difficile à lire. Et est-ce que tu vas les éditer ou est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement en ligne? J'ai fait un peu de rédaction, mais pas beaucoup. Je les ai mis dans un genre de, je ne sais pas, un genre de tabelle où tout est un peu utilisé au bout d'un moment pour une post. Mais c'est un peu, c'est moitié aléatoire comment ça se passe. Est-ce que tu es tulpa pour avoir des relations sexuelles entre eux? Oui, il y a pas les miennes, mais dans la communauté, il y a des tulpas qui ont des relations avec d'autres tulpas. Et donc, ils prennent contrôle du corps de l'autre et après, ils ont... ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast Reply All. C'est un podcast, mais c'est là où j'ai appris tout sur le tulpa, où j'ai découvert le tulpa. Il y a un bon podcast là-dessus où ils parlent des gens, où ils parlent avec des tulpas, ils font des interviews avec des tulpas. Mais c'est les gens qui font ça, en fait, ils se considèrent comme des hobbyistes ou c'est, enfin, comment? Des hobbyistes. C'est un hobby, c'est une pratique artistique ou c'est plutôt, je crois, une pratique spirituelle, mais je crois que aussi là, ça commence à être un peu difficile de généraliser parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour des bouts différents. Et il y a des gens qui ont des tulpas qui sont des My Little Ponies et qui sont des Pony Bros qui ont des tulpas qui sont des ponies. Et donc, je crois que c'est assez divers en fait, comment c'est utilisé. Et est-ce que, par exemple, les tulpas que toi tu as mis sur le réseau, tu as montré qu'ils interagissaient essentiellement avec d'autres programmes automatiques? Oui, parce que c'est la première interaction, c'est avec un autre bot. Donc il y a toujours ces commentaires un peu général ou seulement un emoji ou la photo est très belle ou quelque chose qui va partout un peu. Et après, ils parlent les uns avec les autres. Mais de manière... Enfin, sans nous, quoi. Sans nous, en fait. Non. C'est-à-dire, ils parlent enfin, toutes ces entités qu'on lance sur les réseaux, ils se parlent entre eux sans nous. Enfin, je veux dire, sans interaction vraiment avec les humains. Oui, c'est des fantômes de... je ne sais pas quoi. Oui, c'est intéressant de le voir aussi, comment ils interagissent. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, nous, on va continuer à bavarder. Bonjour, je suis un peu novice, mais par exemple, les photos que publie ce tulpa, ce sont des photos que vous aviez déjà choisies ou lui,
on trouve d'autres? J'aimerais bien faire en sorte que ce soit automatique aussi, mais c'était un peu trop difficile d'organiser ça comme intelligence artificielle en plus. J'aimerais bien, mais en fait, c'est des contenus que j'ai déjà préparés et je les ai laissés dans un dépôt, dans une table aussi avec les mots. Et après, le système a pris une photo, pris des paroles et publié une post. Ok. Et alors, du coup, c'est lié, mais pourquoi comment ils se reconnaissent sur Instagram, par exemple, ces programmes? Ils sont des amis et après, ils sont programmés à interagir avec d'autres gens à travers leur contenu. Donc, de faire des commentaires ou d'envoyer un message qui est un peu fait pour chaque nouveau follower, mais c'est vraiment automatiquement fait. Et c'est comme ça que... Quelle est la différence avec notre pratique? Pardon? Quelle est la différence avec notre pratique? Avec notre pratique? Oui, c'est-à-dire si on a un nouvel ami, faire bisous sur Instagram. Enfin, c'est une question peut-être un peu bête, mais... Non, je trouve comment que c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est que nous avons des yeux et je ne sais pas, une manière de réfléchir qui est différente, à mon avis, à une intelligence artificielle. Mais il est vrai qu'on ne voit pas la différence en le regardant, l'écran. Ça semble aux activités humaines. Donc, sur la surface, il n'y a pas de différence. J'espère que ça a répondu à la question. Bravo à tous les trois et à Lorraine aussi. Moi, j'avais une question pour Pia et Anthony. Pour le coup, je suis novice aussi et je voulais savoir si dans le développement justement de la robotique, est-ce que le sexe est un des points principaux ou alors en fait, est-ce que finalement c'est juste minime par rapport à tout ce qui se développe dans les nouvelles technologies de ce point de vue-là? Il n'y a pas tant de gens qui sont spécialisés sur sexe et robotique. Enfin, on est dans une période un peu bizarre en fait où il y a une conscience qu'il y a des marques qui sont en train de créer des objets qui tendent vers le sexbot et très souvent les gens qui pensent le sexbot le font à cause de ça. Il y a aussi un emballement médiatique parce qu'on l'a dit tout à l'heure, écrire on fera tous l'amour demain avec des robots, c'est bien, ça fait bien cliquer sur internet donc ça suscite un engouement, mais c'est absolument pas le point de développement principal des recherches en robotique. C'est une espèce de sous-champ ou un champ parallèle. Et la plus grande recherche finalement aujourd'hui qui se déroule, il y a une recherche commerciale sur comment faire des sexbots, vraiment, mais là il n'y a pas vraiment de recherche universitaire à ma connaissance. Et il y a une recherche universitaire, mais qui elle se pose plutôt la question des conditions de possibilité, qui se demande oui, mais attendez, on va avoir des sexbots, mais qu'est-ce que ça veut dire éthiquement? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de loi, de droit et toutes ces choses-là. Voilà. Mais votre question est intéressante parce que ça donne envie de voir une recherche universitaire qui se pose la question de faire des robots pour le sexe. Je pense qu'elle viendra. De toute façon, si on prend le champ plus large de l'informatique, évidemment que le sexe, c'est énorme. Si on regarde sur le web, le jeu vidéo, les formats de fichiers, les formats matériels, et les universitaires s'y sont mis, mais souvent après coup, pour commenter, plus que pour recréer ou réinventer. Et oui, ça me revient quand même si, en entendant votre question, il y a un roboticien, alors malheureusement, son nom là me vient pas directement, mais il a un blog qui s'appelle Lovotix, donc L-O-V-O-T-I-C-S, où il montre des petits dispositifs expérimentaux, mais qui ne sont pas uniquement sexuels, qui sont aussi affectifs et amoureux. Donc il y a des machines à bisous, des interfaces de baisers pour les relations longue distance, des objets doux à caresser, et ça ouvre d'ailleurs un petit peu le spectre de ce qu'on appelle la sexualité. Voilà. Merci. Oui, je vous remercie, c'est vraiment très intéressant. Ça me fait penser à un film des années 70 de Woody Allen, je ne sais pas si vous l'avez vu, Woody et les robots. C'est très amusant et justement, il imagine des sexbots dans ce film et je pense que ça serait moderne pour l'époque et ça semblait peut-être très loufoque, mais finalement, c'est complètement dans votre sujet.
Ce qui est intéressant dans le Woody et les robots, c'est la figure de la machine à orgasme, qu'on retrouve pas trop après, finalement. On l'a aussi dans Barbarella, avec, je sais plus comment s'appelle cette machine piano, là où on peut... Bah, d'ailleurs, Barbarella fait exploser la machine, d'ailleurs, l'orgasmatron, voilà. Mais il y a aussi cette espèce de micro-ondes qui donne des orgasmes instantanés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces machines sont toujours vues de manière très critique, en fait. C'est une espèce de... Oui, elles sont tournées en dérision pour critiquer le solutionnisme technologique. Alors que c'est intéressant, quand même. On pourrait argumenter que un téléphone qui a Tinder est un orgasmatron. Enfin, voilà. Bonjour, merci à tous les trois. En effet, c'était très intéressant. Moi, je me posais une question par rapport en fait, aux crimes reliés à la sexualité, donc tout ce qui est le viol, la pédophilie, etc. Et dans quelle mesure est-ce qu'on en parle déjà dans en fait, le lien entre les sexbots et peut-être la résolution ou la diminution de ce genre de crime, en fait? On est passé rapidement sur une salle, là ça rejoint les débats sur les IA, je pense, c'est un cadre beaucoup plus large. C'est très compliqué, la Google, il n'y a pas longtemps, avait essayé de réunir un comité d'éthique sur l'intelligence artificielle qui a explosé au bout de 3 semaines, je crois, à peu près, parce que du coup, les gens ne s'entendaient pas. Il y avait la volonté d'une diversité de bords politiques et en fait, le dialogue était impossible. Donc, pour l'instant, il y a ces espèces on en est là pour l'instant, enfin, en tout cas à ma connaissance, de faire de boards, des conseils de gens, mais qui ne produisent pas grand-chose. Donc après, est-ce que c'est du coup de l'éthic washing? On peut argumenter ça. Il y a des rapports, mais tu veux ajouter quelque chose? Bah, y a aussi des conditions du droit actuel qui sont quand même ce qu'elles sont. Sur la pédophilie, c'est très spécifique, c'est qu'on considère par exemple qu'on n'a pas le droit d'avoir des matériaux audiovisuels qui représentent même des gens qui ressemblent à des enfants. Donc la question d'avoir un sexbot qui ressemble à un enfant, elle est quasiment invalidée par le fait même d'interdire de tels supports audiovisuels. Cependant, il y a des marques, apparemment je crois en Chine, qui vendent des sexbots qui ressemblent à des enfants et qui les vendent comme tels. En fait, là, il y a vraiment, comme le dit Anthony, une espèce de polarisation énorme entre des gens qui disent c'est terrible, c'est absolument non éthique de faire ça, ça encourage la pédophilie, par exemple, ou le viol, d'ailleurs, dans un second cas, et des gens qui disent non, mais finalement, ces objets-là pourraient être des objets de soins. Alors, ça repose en fait sur une conception du désir, quoi. Soit on remplit le désir, on l'encourage, mais dans une autre perspective, on nourrit le désir et donc on le calme. Et donc là, c'est pour le coup pas tant le problème des designers que des psychologues, à mon avis, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait en nourrissant ou non des fantasmes. Voilà. Bon, après, les rapports sur la question de la pédophilie marchent vraiment sur des œufs. Personne aujourd'hui ne défend la possibilité qu'un sexbot qui ressemble à un enfant soit une bonne idée. Ça fait consensus quand même. Voilà, au-delà de cet exemple, sinon ça pourrait être m'interpréter ce que je vais dire, mais il y a aussi la question de savoir est-ce qu'on peut appliquer un cadre juridique à des technologies qui sont bien plus avancées temporellement et techniquement que l'époque dans laquelle ce cadre juridique a été écrit. Donc voilà, je pense à la déclaration d'indépendance du cyberespace de Barlow en 2000, voilà, qui montre bien que les gouvernements sont totalement dépassés par ces enjeux-là. Donc après, je ne sais pas du coup jusqu'à où ça peut s'appliquer à ce domaine de la sexualité, mais il faut aussi garder ça en tête. Sans doute qu'il faut voilà, du coup, un nouveau cadre, des nouveaux concepts, des nouvelles pensées pour aborder ces choses-là de façon positive. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui rejoint en fait vos deux présentations. C'était l'alliance de ces technologies et le care, donc le soin, mais surtout j'ai l'impression le self-care, c'est le soin par soi, pour soi aussi peut-être dans vos créations en design. Je trouve ça intéressant en termes de se redonner de la force sur des corps assignés femmes à la naissance notamment. Et ouais, je voulais juste noter ça, quoi. Enfin, c'est ce que je retrouvais dans votre création qui vous a peut-être permis de soigner certaines parties de vous, en tout cas d'apprendre à vivre avec et à les projeter, quoi. Et en même temps, dans votre présentation qui était plus liée aux objets design un peu alternatifs, différents. Par exemple, je sais pas, je m'imagine pour apprendre à découvrir son corps différemment aussi. Et ça, je trouve ça super intéressant, notamment sur des corps différents, des corps alternatifs. Je pense au corps trans. Je trouve que là, il y a un enjeu très intéressant, parce qu'apparemment, faire l'amour avec des humains, c'est compliqué quand on est trans.
Du coup, non, je trouve que c'est super intéressant et qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans. Je vous remercie pour ça. Moi, ça me donne pas mal de force et tout, et ça donne plein d'idées aussi, donc merci beaucoup. Voilà. Merci. Et après, il y a dans le cas du non-consentement, il y a quand même ce film qui est un peu le revers de ce qui a été montré, qui s'appelle donc Demon Seed, Génération Proteus, où là, c'est un robot pas du tout anthropomorphe, enfin, à part la main, par sa main, qui essaye de se... Donc, c'est une intelligence artificielle qui s'empare d'un système de domotique, qui séquestre la femme de l'inventeur et qui essaye de se reproduire à travers elle, et où en fait on a une sorte plutôt de viol par un robot non anthropomorphique d'une vraie femme, et aussi l'usage en fait de toute la technologie de la maison intelligente pour en fait la contraindre, ce qui fait aussi écho à des nouvelles formes de violence domestique qu'on a pu voir apparaître ces derniers temps, où en fait on utilise tous ces objets de la maison connectée pour harceler sa compagne en augmentant ou en baissant la température d'une chambre, ce qu'il y a déjà dans le film de 1977 Demon Seed. Donc en fait, on retrouve voilà, fermer les serrures, la séquestrer, hein. Tout ça, c'est aussi des pratiques qui sont en train de se développer. Voilà. Donc, je vous engage à voir ce magnifique film de Donald Campbell qui s'appelle en français Génération Proteus. Je vous propose en fait d'enchaîner avec la projection, sauf s'il y a vraiment une question très urgente. Sinon, nos intervenants seront également là à l'issue de cette séance pour vous répondre. Et je dis juste un tout petit mot sur le film que nous allons voir. Donc, c'est un court-métrage expérimental en première française de Jacob Hoover, qui est un réalisateur sud-africain, qui a étudié l'ingénierie avant de se consacrer au théâtre et de devenir un metteur en scène remarqué et récompensé à de nombreuses reprises. Il a aussi remporté plusieurs prix internationaux pour son court-métrage I Love You Jet Li en 2005. Son nouveau film court, qui dure 20 minutes, est intitulé This Country is Lonely, met en scène une jeune femme dont l'avatar numérique répond au nom de Rat Girl, la fille rat, se livre à d'étranges performances dans le huis clos de sa chambre qu'elle diffuse sous forme de stories Instagram qui font écho aux discriminations que continuent de subir les personnes marginalisées en Afrique du Sud post-apartheid. Mais le film s'inquiète par-dessus tout de l'effet déshumanisant des médias sociaux. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et à tout à l'heure. My practice is ethical. I never photograph people with whom there is no established relationship. I constrain my documentation to the afflicted area, zooming in so as to capture only the lesions themselves. I lift my camera and take a picture of only the shoulders. The flash illuminates. Inhabitants of informal settlements are especially prone because of their financial precariousness and the shakiness of their accommodation. Apartheid-era living conditions persist despite democracy. Housing structures are dilapidated, overlapping corrugated iron sheets, which allows in the wind, wet, and rats.
my hands over the markings. Skin is not broken. Skin shows no sign of teeth marks. Sometimes I'm overcome by their beauty. My lungs tighten in my chest and my lungs tighten in my chest and my blood brightens. High bite rates are recorded amongst those typically oppressed and excluded from the economy of our country. Sometimes in the darkroom I see things, shining shapes like polished incisors, the twirl of a tail, or the curve of distended claw. I run my hand over the lacquered surface. It feels like a cavity. I have gazed behind the mask of tragedy, learned to swallow fear and seen more than anyone the scope of the marks, simplified, distorted, and endlessly repeated. A cavity. I lie. My body heavy on the half-empty bed. Watch, I'm kissing, smelling. My mind cartwheels. I contemplate movement. I think about it. Try to imagine the smallest part of myself. My arm, forearm, my hands rising up to protect my face. Tearing off the bedding. My feet lifting. There is a temptation to view those bitten as victims, to frame rat bites as a social problem to be analyzed and eliminated. I prefer to see them as markers of our future. I picture future armies of rodents gnawing their way through cities and slums, nesting in our accumulated human waste, birthing new generations. It is somehow egalitarian, a leveler
In this future, wealth and race will offer no protection. We will all suffer from rat bites to such an extent that society will have to learn to adapt, to integrate the bites into the general weave of our social aesthetic. Eventually, this will give way to new forms of inventiveness. A new language will emerge, new words and expressions to replace staid medical discourse, not to make the bites invisible but hyper-visible, so that the rat bites will be rendered synonymous with skin surface. No distance between the bite and those bitten. Repetition is key here, not just in the regularity of the attacks, but the multiplicity of the wounds themselves. It is these that give the bites their extraordinary colors and textures. You see little pinks and long reds, deep browns that bleed into gradations of warm honey yellow and light pale blue purples. I am amazed at how the broken, displaced and afflicted body becomes a fertile ground for beauty. Hi guys. Yeah. The decision to turn the camera on myself is a necessary progression. So the decision to turn the camera on myself is a necessary progression. I'm tired of the children, these surly boys and girls with their knees drawn up who stare at me with this fixed look, confronting me with my white gaze. Each encounter leaves me feeling hollow, a pit which I fill with stolen theory from post-colonial documentary photography and ethnographic study. So the decision to turn the camera on myself is a necessary progression. I tell myself I'm without blame as long as I remain conscious of my context, my privileged position. Each encounter leaves me feeling hollow. Stare at me with this fixed look. The political issues that are inherent to race relations, the crisis of photographic representation in post-colonial Africa. Oh. They swell downwards, an expanding mass that overflows, slips between the sheets, between my inner thighs, between my mouth, the soft skin between the lips and my nose, between my Watch.
first rat comes. One, and then two, inching towards something, and then too many to count, to keep count of. Approaching, and then vanishing. They swarm, zigzag. They swarm. Some slip, others hop, they amass, thronging, fervent, flexi. They swirl downwards, and expanding mass that overflows slips between sheets, between my inner thighs, my mouth, the soft skin between lips and